Oui, donc effectivement, on l'a vu, nous sommes entrés dans l'ère de l'abonnement, l'abonnement aux plateformes de streaming vidéo, de streaming musical, et en plus, et on s'en félicite aussi aux échos à la presse, et dans ce contexte, avec une concurrence et des offres de contenu qui se multiplient, et on l'a vu, les ménages se retrouvent assez contraints à faire des arbitrages budgétaires, il devient plus important encore pour les médias payants de bien comprendre les attentes et les usages du public. Donc dans cette guerre des abonnements, comment capter et conserver l'attention des consommateurs, qu'ils soient lecteurs, téléspectateurs, auditeurs, avec quel type de contenu et quelle stratégie tarifaire mettre en place pour les conquérir et les innovations pour les fidéliser. Donc on le disait avec David, on va poser ces questions à nos 5 intervenants, que je vais appeler sur scène dès à présent, et qui représentent effectivement la diversité des offres existantes. Donc Antoine Monin, le directeur général de Spotify France et Benelux, que je vois ici, qui me rejoint. Merci. Il y a Géraldine Ponce aussi, directrice d'Eurosport France, donc qui fait partie du groupe Warner Bros. Discovery. Voilà, vous choisissez. Premier arrivé, premier servi, vous choisissez votre... Ah, ça c'est très bien, ça c'est très bien. Claire Enders, merci, donc la fondatrice du cabinet Enders Analysis, qu'on vient d'entendre. Laurent Huguen, le directeur du développement commercial chez Netflix France, et Louis Dreyfus, le président du directoire du groupe Le Monde. Bonjour. Formidable, tout le monde est bien placé. Il manque juste ma pastille à moi, mais ça va, je m'en sortirai. Merci à tous d'être présents pour cette session. Effectivement, on a là tous les médias et des médias très reconnus et des marques bien connues du secteur. Donc ça va être passionnant. On va commencer la discussion, si vous voulez bien, avec vous, Laurent Huguen. Donc Netflix, on l'a vu, c'était la première plateforme dans l'enquête Ipsos. Première plateforme streaming de vidéos au monde, près de 280 millions d'abonnés, je crois, si j'ai bien révisé mes fiches. En France, vous avez fêté en septembre dernier vos 10 ans de présence. Alors là, il n'y a pas de chiffre précis, mais selon les estimations, on est à peu près à environ 12 millions de foyers qui seraient abonnés au service, mais je sais que vous ne pourrez pas le confirmer. C'est quoi la recette pour conserver tous ces clients face à la concurrence? On l'a vu, maintenant l'offre est très riche. Est-ce que c'est proposer toujours plus de contenu qui puisse satisfaire le plus grand nombre possible, donc proposer un gros catalogue, c'est ça qui compte aujourd'hui? La recette, je ne sais pas s'il y a une recette en tant que telle. Peut-être je peux vous donner une idée de comment on procède en 3 temps, en fait, 3 axes stratégiques qui sont importants pour nous, pour continuer à acquérir et à fidéliser nos membres. Le premier, c'est l'essentiel, c'est la qualité et la diversité des shows qu'on peut regarder sur Netflix. Alors la diversité, elle s'exprime chez Netflix de 2 façons différentes. D'une part, nous sommes une compagnie globale, en fait, ce qui vous permet de regarder des contenus qui vous arrivent de Hollywood, comme Wednesday ou Stranger Things, mais des contenus qui ont des succès vraiment retentissants qui nous arrivent de Corée, comme Squid Game très récemment. Et pourquoi pas un film français, comme celui que vous avez pu regarder hier soir, Ad Vitam, un film à suspense. Donc cette dimension géographique, donc on exprime un peu toutes les cultures du monde. Et puis la deuxième partie de la diversité, c'est vraiment la diversification des genres. Donc si on prend l'exemple français aujourd'hui, vous pouvez regarder une comédie comme Loup-garou, vous pouvez regarder une compétition de rap comme Nouvelle École, vous pouvez regarder un film d'action qui a séduit plus de 100 millions de membres dans le monde comme Sous la Seine. Donc vous voyez, cette diversité se décline vraiment sous 2 angles. Je parlais aussi du mot de qualité, en fait. Alors la qualité, c'est un peu plus subjectif à qualifier. Pour nous, pour le travail de nos créatifs, c'est vraiment que pour chacun de ces shows, quand vous choisissez que c'est ça que vous voulez regarder, on a vraiment à cœur de faire que ça soit un show qui vous plaise à vous, en fait. À ce moment-là, c'est ce que vous avez choisi. Il faut repartir de cette expérience avec du plaisir et de la satisfaction. Des fois, ça dépasse la personne individuelle. Certains des shows de Netflix deviennent de vraies tendances, des tendances de conversation. Les shows s'inscrivent parfois dans la culture pop, hein, et on peut objectiver ça avec ce que certaines personnes appellent l'effet Netflix. L'effet Netflix, c'est quand vous vous retrouvez à acheter un jeu d'échecs parce que vous avez regardé Queen's Gambit, hein, ou c'est quand vous achetez les livres de Maurice Leblanc parce que vous avez regardé Lupin, en fait. Donc voilà, la diversité et la qualité. Alors j'avais dit 3 éléments, ça c'était le premier.
Le deuxième, c'est la technologie. Netflix utilise les technologies. Donc, vous imaginez bien, avec 280 millions de membres à travers le monde, et cette nécessité de fournir à chacun une diversité de choix, de shows, il faut qu'on réussisse à faire qu'au moment où vous vous engagez avec le service, vous trouviez le show qui vous convient pour l'humeur que vous avez à cet instant-là, en fait. Alors ça peut vouloir dire regarder une comédie en famille, regarder un documentaire avec quelques amis, ou alors regarder une série en solo, en fait. Et donc pour faire ça, on utilise les technologies depuis le début, en fait, pour essayer de maximiser notre capacité à vous proposer quelque chose qui va vous plaire. Et puis le troisième élément, et puis j'arrête là, c'est vraiment, on a à cœur d'essayer de rencontrer les Français dans leurs habitudes de consommation en leur donnant le choix. Le choix du service qu'ils vont vouloir, ou du plan. Donc on a 3 plans aujourd'hui, un plan avec publicité, sans publicité, avec différentes caractéristiques. Donc il y a cette notion de choix. Le choix de l'appareil électronique sur lequel vous allez regarder, que ce soit un téléphone, une tablette, un ordinateur ou une télé ou une set-top box par exemple en France, puisque c'est cher aux Français. Et puis aussi le choix de la façon dont vous allez vous abonner. Vous pouvez vous abonner directement avec Netflix, mais pour certains, d'aller dans un magasin chez Orange et de pouvoir demander des conseils à la personne qui fait la vente. Et pour d'autres, ceux qui veulent avoir toutes les séries et tous les films, peut-être d'aller chez Canal+ et de s'abonner à un bundle qui est proposé par Canal+. Donc voilà. D'accord, voilà pour la recette alors. Allez, une longue recette. Je me tourne tout de suite vers Claire Enders, pour vous qui avez justement une analyse profonde de ce secteur. Vous connaissez beaucoup d'acteurs. Vous aussi, bien sûr, mais tout le monde. Est-ce que cette recette-là, c'est la bonne? Je crois qu'on avait aussi échangé sur les investissements qui sont aussi de plus importants pour être le premier. Maintenant, il faut aussi pouvoir dépenser énormément sur ces productions. Dans notre conversation, nous avons touché sur un nombre de points qui vraiment favorisent les noms qu'on a vus qui sont les plus favorables et qui sont dans une position concurrentielle excellente. D'ailleurs, je dis que Le Monde a accru ses abonnés de 50% dans 2 ans. Donc, est en très bonne position. Je dirais une position concurrentielle plus forte que celle de Netflix qui n'a pas fait ce bond. Mais voilà, il y a peut-être des limites. Il y a des limites. Voilà, ok, c'est cool. Alors, il y a des tendances qui sont complètement sur l'autorité et sur la qualité des contenus. Et on voit ces 2 tendances, non seulement sur Le Monde, le FT a aussi triplé depuis 2020, pas depuis 2 ans, triplé ses abonnements. Donc nous avons aussi une trajectoire numérique que font grand nombre de très beaux titres. Donc il y a l'échelle, il y a seulement une marque qui s'appelle Le Monde, qui a l'autorité. Il y a seulement un Netflix. Tout ça est devenu très, très, très clair. Il y a, avec les conditions dans les marchés financiers, ainsi que the cost of living crisis que nous avons partout en Europe depuis 2020, 2022, eh bien, nous voyons tous qu'il n'y a aucune place pour un autre Spotify et qu'il y a cet effet d'échelle, mais aussi de la qualité des contenus, de la technologie, de l'utiliser. Et on voit ça dans tous les titres. Le FT a, par exemple, une stratégie de pricing qui est dynamique. Les gens qui utilisent beaucoup, eh bien, on leur donne 7% de hausse par an. Les gens qui utilisent peu, c'est 1%. Donc, on voit toutes ces stratégies autour des médias les plus importants qui sont complètement dominants dans le monde et qui ne vont jamais être déplacés. Alors la question, je me tourne maintenant vers Spotify, où là la donne est un peu différente par rapport à Netflix et au streaming vidéo, parce que la musique, c'est un marché qui est quand même un peu moins éclaté, en tout cas sur les plateformes de streaming, parce que le contenu aussi est quasiment le même finalement. Vous le partagez beaucoup avec vos camarades de Deezer, avec vos camarades d'Apple, pour ne citer qu'eux. Donc comment on se différencie, comment on parvient là à séduire, à garder ses abonnés aussi dans cet environnement qui est un peu différent? On va pas jouer sur moi j'ai le dernier album de Taylor Swift parce que mon camarade d'à côté il l'a aussi. Absolument, oui. La différence fondamentale avec les plateformes de musique, c'est que bizarrement les contenus sont pas substituables en musique, donc on est tous obligés d'avoir tous les contenus. Alors je parle en musique. Chez Spotify récemment, on a lancé des nouvelles verticales de contenu qui nous différencient de la concurrence, et c'est la première fois que ça arrive, mais c'est très récent. On avait commencé avec les podcasts et là récemment avec les livres audio. Mais si on reparle juste de l'environnement musique, en effet,
sur le papier, sur le contenu en tout cas, rien ne nous différencie de nos concurrents. Mais je reviendrai sur quelque chose qu'a dit Laurent et aussi auquel a fait allusion Claire. L'innovation et l'investissement, c'est absolument ça les moteurs. Parce que en plus, dans le cas de la musique, on est arrivé après le piratage et on est arrivé à un moment où tout le monde considérait que la musique était gratuite. Le contenu, la valeur du contenu était démonétisée. Et donc il fallait arriver, je vais dire de manière un peu provocative, mais pas forcément à remonétiser la valeur du contenu, parce que c'était pas dans nos mains, mais à remonétiser la valeur d'usage. C'est-à-dire, maintenant, on peut écouter de la musique gratuitement dans énormément de circonstances. C'est pour ça que Spotify continue à avoir une offre gratuite, parce que pour lutter contre le gratuit, il vaut mieux avoir une présence gratuite. Mais comment on va arriver à monétiser la valeur d'usage avec des innovations technologiques? Donc on rejoint Netflix sur... Nous, on est présent sur 2000 appareils différents. Enceintes connectées, Apple Watch, les casques embarqués dans Strava. Donc ça fait que vous avez 2000 versions de l'application Spotify qui tournent tous les jours et qui sont mises à jour à chaque fois qu'il y a des mises à jour. Donc c'est un investissement technologique colossal. Donc c'est l'innovation, c'est l'ubiquité donc sur toutes les plateformes, c'est la pertinence culturelle dans la programmation de ce qu'on va proposer. Et là, on va se rapprocher de Netflix. Oui, on a tous les contenus du monde. Mais comment on accompagne nos utilisateurs à retrouver leur chemin, à la fois dans des recommandations éditoriales personnalisées que font nos programmateurs dans nos différents pays, et aussi avec la puissance des algorithmes quand ils sont pertinents. Donc il y a revaloriser le contenu, mais on revalorisera le contenu en le proposant au bon moment, au bon endroit, au bon utilisateur. Mais j'insiste encore une fois sur l'innovation, l'investissement et la technologie. Et je me permettrai une petite note personnelle aussi. Il y a un enjeu aussi, je pense, pour beaucoup d'entre nous, sur lequel Spotify est mobilisé et n'est pas tout seul, c'est que, comme beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas une plateforme systémique. C'est-à-dire que nous ne maîtrisons pas nos liens de distribution et de commercialisation. Nous passons beaucoup par des app stores. Et donc, quand vos concurrents sont Amazon, comme c'est le cas pour nous, Apple, comme c'est le cas pour nous, ou Google, comme c'est le cas pour nous, on est à la fois partenaire et concurrent. Parfois, ça se passe plutôt bien, parfois, ça se passe moins bien. Et donc, vous savez qu'on a un sujet au niveau européen avec Apple, qu'il y a le Digital Markets Act qui est passé, parce que quand on parle de comment arriver à promouvoir l'abonnement, l'usage à différentes plateformes, etc., c'est aussi un sujet très important sur lequel on reste vigilant. Les récents développements entre les États-Unis et l'Europe nous incitent à être de plus en plus vigilants pour que ces réglementations européennes sur un marché qui soit équitable et fair soient vraiment appliquées. Ça, c'est sûr que ce sera un sujet des prochaines semaines et des prochains mois. Votre discours, ça me fait penser, je passe à vous, Louis Dreyfus, sur ce que vous disiez, Antoine, sur on a eu l'habitude de penser que la musique était gratuite, il y a 20 ans, effectivement. Dans la presse, ça a aussi un peu été le cas. On avait l'impression que tout était gratuit, que l'information était gratuite. C'est pas le cas, ça a un coût. Comment et le monde, justement, a réussi cette bascule, cette transformation numérique, et aujourd'hui à faire payer pour la valeur de ces articles. Comment on opère cette transformation? Comment aujourd'hui on parvient à valoriser ces contenus-là? Il y a une multitude d'enjeux. La première, peut-être différente avec la musique, c'est nous, une des difficultés, c'est d'arriver à choisir quel est le pourcentage de contenu gratuit et quel est le pourcentage de contenu payant, puisqu'on va conquérir une partie de notre audience ou développer de nouvelles audiences grâce à nos contenus gratuits. Donc on continue à avoir plus de la moitié de nos contenus qui est gratuit. Pour autant, on a développé beaucoup les contenus payants et les contenus tout simplement. Et là, je rejoins ce qu'ont dit les précédents intervenants, c'est si des gens s'abonnent, et nous, on continue à avoir une croissance des abonnements qui n'a pas fléchi du tout. Ils veulent avoir le sentiment ou la certitude d'une exclusivité, d'une qualité, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive à apporter des preuves régulières. On l'a dit régulièrement, il y a 15 ans, quand on a lancé cette stratégie d'abonnement, il y avait 310 journalistes au monde en CDI. Aujourd'hui, on en a 560. Donc c'est un effort très important. Mais en 2024, le chiffre d'affaires d'abonnement pur numérique, pour le monde seulement, était de 63 millions d'euros. Donc on est sur des chiffres qui sont
dans les 18 prochains mois, le chiffre d'abonnement numérique devrait dépasser le coût total de la rédaction du Monde. Donc là, on retrouve la même chose que ce qui a été dit, c'est d'abord investir dans les contenus, donc dans les forces. Et pour reprendre l'analogie qui était faite tout à l'heure dans le débat précédent avec la difficulté de l'abonnement pour la Ligue, pour les matchs de la Ligue 1, il y a aussi, il faut pas, je veux bien qu'il y ait du piratage, mais il y a peut-être une question de niveau de contenu, de qualité de contenu ou d'exclusivité de contenu, et qu'à un moment, les gens ne sont plus prêts à payer s'ils ont l'impression que ce qu'on leur propose est un programme bien moins disant que ce qu'ils ont eu par le passé. Donc on investit beaucoup là-dessus. Et puis, il y a la question de comment on équilibre entre le gratuit et payant. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on continue à tâtonner. Mais je voyais les chiffres là, qui étaient parfois mitigés dans la présentation qui a été faite. Nous, on considère qu'il y a encore tout un bassin de population qui est prêt à s'abonner à partir du moment où on arrive à rentrer à contact avec lui, à initier une relation sur la base du gratuit, à lui montrer que ce que nous sommes, ce que nous pouvons lui apporter n'est pas exactement ce qu'il pensait être des contenus du Monde, et après à tisser une relation. Et là, sur cette base-là, on arrive à développer une croissance des contenus sans avoir une baisse de l'ARPU, puisqu'on a eu encore cette année un ARPU moyen mensuel en croissance par rapport à l'année précédente. D'accord. Très bien. On a parlé beaucoup de sport, donc on va maintenant voir avec vous, Géraldine, comment ça se passe chez Eurosport. Chez Eurosport, c'est intéressant, c'est que la stratégie là aussi a évolué, notamment la stratégie de diffusion. Maintenant, vous êtes incorporé à la plateforme Max. Ça permet aussi d'aller toucher des nouveaux clients, de fidéliser ceux qu'on avait déjà et d'aller chercher des nouveaux clients. Alors, on parlait de recettes, je ne vais pas rester sur la référence culinaire, mais je crois que notre recette, elle tient aussi au fait qu'on a mélangé tous les ingrédients dont vous avez parlé, diversité, exhaustivité et expérience. La diversité, elle est de fait dans la plateforme Max parce qu'on a plein d'univers différents. Ça va du cinéma aux séries, en passant par l'actualité avec CNN, les formats jeunesse avec tous les dessins animés, les films jeunes, le sport évidemment avec Eurosport, et puis les documentaires aussi, Way of Life, etc. Donc on a toute cette partie dans la diversité. On l'a aussi dans l'offre sportive qui est très diverse de par le nombre de sports. Eurosport, c'est 120 sports. Quand vous avez 2 chaînes seulement, ce qui était le cas avant la plateforme de streaming, c'est difficile de tout rentrer dans une programmation. Donc maintenant, on peut montrer cette exhaustivité, et c'est le cas en ce moment avec l'Australian Open qui est en exclusivité chez nous. Jusqu'à avant la plateforme, on avait effectivement un autre système de streaming, mais il y a 10 ans, on avait 2 chaînes, Eurosport 1, Eurosport 2, vous avez 2 matchs, vous diffusez 2 matchs en même temps, alors qu'il y en a 10 qui se déroulent. Là, aujourd'hui, l'offre qualitative qu'on fait, c'est qu'on diffuse tous ces matchs, ce qu'on a fait pendant les Jeux Olympiques aussi. Donc ça, c'est l'exhaustivité. Le spectateur, l'utilisateur est libre de voir le match qu'il veut. Est-ce que c'est le français, est-ce que c'est le numéro 1 ? Il a le choix. Et nous, après, on fait des choix de programmation aussi en télé, mais en linéaire classique. Mais en tout cas, il a cette offre-là disponible sur Max. Et puis, le dernier point, c'est dont vous parliez, c'est l'expérience utilisateur. La technologie et les innovations technologiques sont essentielles pour guider justement cet utilisateur, le prendre par la main et lui montrer tout ce qui existe. Donc, quand vous regardez un match, que vous arrivez en télé en direct, mais vous n'avez pas vu ce qui se passe au début, c'est loupé. Alors parfois il y avait des systèmes de replay, mais il n'y en a pas toujours. Là, vous arrivez sur Max, vous avez le choix de revenir au début, vous avez le choix de votre langue, ou de ne pas entendre le commentaire, d'avoir juste le son d'ambiance, de l'entendre en espagnol, en anglais si vous le souhaitez, en allemand. On a beaucoup de langues à Eurosport. De retrouver les temps forts, de revenir au début. Voilà, on a toutes ces fonctionnalités, avec pub, sans pub. Donc ça, c'est aussi important parce que choix, quoi. Il y a un choix, et l'utilisateur, il se sent plus libre. Et puis le dernier point, c'est la qualité éditoriale qu'on va mettre. Donc nous, on fait aussi des choses propres sur le payant. Avec des contenus. Quand vous avez une programmation où vous savez qu'il y a un autre sport qui s'enchaîne, donc votre émission va durer un quart d'heure, vous ne pouvez pas faire plus parce que derrière il y a du biathlon qui part. Si vous avez cette possibilité d'avoir cette plateforme de streaming, votre émission elle peut faire une demi-heure, 1 heure, voilà, vous la poursuivez sur le streaming. Donc ça nous permet d'ajouter des contenus additionnels de qualité, parce que c'est aussi la qualité d'Eurosport, l'expertise de ses commentateurs et de ses experts qui ont soit de l'analyse, soit de l'opinion.
Et puis le ton Eurosport, c'est aussi pour ça qu'on vient nous voir. Donc ça nous permet de décliner en fait toute une offre éditoriale multiplateforme. On ne fait pas la même chose sur le gratuit, on ne fait pas la même chose sur le payant. Ça part d'une même base, mais on arrive à développer tout ça un peu différemment. D'accord. Très intéressant. Sur les contenus, donc on a vu un peu ce qui était possible de faire. Ce qui m'intéresserait aussi, c'est de me pencher sur la stratégie tarifaire. On l'a vu et on le mentionnait un peu précédemment. On a vu depuis 2 ans, 3 ans se développer un nouveau modèle d'abonnement avec de la pub. C'est le cas chez Netflix notamment, c'est ça, depuis 2 ans. Depuis 2 ans, un oui. peu plus. Quel bilan vous faites aujourd'hui de cette offre-là? On a vu qu'effectivement, il y avait des contraintes budgétaires de plus en plus chez les abonnés. Est-ce que c'est une offre qui rencontre son public, qui amène des gens qui ne seraient pas venus Vous le dites parfaitement, quoi. C'est une offre qui rencontre son public, en fait. Donc on a commencé il y a 2 ans. Aujourd'hui, il y a à peu près 70 millions d'utilisateurs qui ont choisi ce plan. Sur les 280 millions Voilà, oui. Enfin, non, en utilisateurs fixes, en fait. Et, sur les gens qui s'abonnent aujourd'hui, c'est à peu près un abonnement sur 2, en fait. D'accord. Donc on est très content de voir que cette offre rencontre un public très large, en fait. Donc pour certains, dans un environnement un peu inflationniste, c'était une façon de garder Netflix à moindre coût. Mais ce qu'on voit, c'est vraiment, c'est encore une fois une histoire de choix personnel, en fait, à chacun de faire ses arbitrages de priorité. Il y a des gens pour qui la publicité n'est pas un irritant, il y en a pour qui, au contraire, ils ne veulent pas de publicité. Donc chacun va faire son choix comme il l'entend, quoi, en fait. Après, dans Netflix, on a fait des choix assez forts aussi sur la façon dont on traite la publicité. Moins de 4 minutes de pression publicitaire par heure, avec des choix intelligents pour essayer d'éviter d'interrompre les contenus à des moments qui seraient inopportuns, en fait. Donc ça crée un environnement publicitaire qui est peu irritant, en fait, pour l'utilisateur. Donc voilà, c'est la façon dont on s'y est pris. D'accord. Oui, Claire. Oui, je voulais dire, Disney Plus a eu exactement la même expérience, mais encore plus, parce qu'elle comprend aussi Hotstar en Inde. Donc il y a aussi une question géographique. Il y a des géographies qui sont beaucoup plus livrées à des prix très très bas, ainsi que soutenues par la pub. Donc on a vu que maintenant Disney a plus d'abonnés qui sont sur les souches de pub, si vous voulez. Donc ça a été un très grand succès. Et je crois aussi que cela injecte une note de concurrence nouvelle à Amazon, qui est aussi en train de beaucoup utiliser la publicité, parce que naturellement, il y a énormément d'espace aussi sur Amazon. C'est simplement que aussi ce qu'on voit, c'est qu'il y a une fuite vers la qualité, où il y a certains, pour dire de l'opposé, c'est qu'il y a beaucoup plus de volonté. Enfin, la moitié de la population européenne a plus de 45 ans. OK ? Soyons d'accord. Et des abonnements en Europe, c'est tous les plus de 45 ans qui sont en grande majorité. Et dans la presse, dans le payant, dans les non-piratants, eh bien, éventuellement, on voit que ça, c'est vraiment l'enjeu. Ce sont les gens qui décident. Et ces gens-là, ils sont très, très fidélisés. Ils sont très, très teneurs. Donc, ceux-là, à certains, on peut vraiment faire une tactique différente. C'est de faire exactement comme Le Monde. C'est de leur offrir des contenus beaucoup plus vastes. C'est ce qu'a fait le FT, le Sunday Times, etc. D'ailleurs, on ne peut pas survivre sans le faire. Et naturellement, comme personnalisation, on ne peut pas survivre sans le faire non plus. Donc, on peut aussi aller aussi dans l'autre souche, dans l'autre direction, des gens qui ne veulent vraiment pas voir la pub, qui veulent vraiment avoir beaucoup de vos contenus. On peut aller dans l'autre direction aussi, je le signale. D'accord. J'ai l'impression que oui, cette offre avec pub, c'est devenu quand même une forme de standard. Enfin, chez Max aussi, on a la possibilité, on a une offre avec pub ou sans pub. Oui, on a pub, sans pub. Et il y a encore une offre premium qui permet d'avoir, qui est en 4K, qui permet d'avoir différentes connexions. Oui, on a ça. Qui permet d'avoir les 62 flux qu'on a mis à disposition sur les Jeux Olympiques l'année dernière, de pouvoir voir en même temps. Alors en même temps, c'est compliqué, il faut 62 écrans, mais vous avez le choix de suivre jusqu'à 62 événements en direct. Et est-ce qu'on peut imaginer un jour qu'il y a par exemple un Netflix
totalement gratuit, ou ça c'est pas dans l'ADN de départ parce qu'on parlait beaucoup de YouTube et de la concurrence de YouTube. C'est pas d'actualité, mais peut-être un autre élément dont on n'a pas parlé sur la publicité, c'est l'autre acteur de la publicité, c'est les annonceurs. Oui. Et en fait, comme un acteur comme Netflix arrive et propose un plan publicitaire, il propose aussi un écran assez extraordinaire pour ces annonceurs, en fait, qui peuvent rencontrer les publics de Netflix. C'est une autre cible, c'est une autre façon de les toucher. D'accord. On parle beaucoup des choses qui fonctionnent pour l'instant. Est-ce qu'il y a ce qui peut être intéressant aussi et qu'on en parle ensemble, c'est des stratégies ou des modèles qui ne marchent pas dans les différentes activités. Est-ce que, par exemple, pardon Louis, je me tourne vers vous, mais qu'est-ce qui, au monde, par exemple, vous avez pu tester, mais qui ne fonctionne pas, vous dites, bah voilà, cette stratégie-là, ce modèle tarifaire-là, ça ne peut pas marcher dans la presse. Oui, alors je peux dire deux choses. Sur la stratégie tarifaire, on s'est fortement inspiré de Netflix, considérant que Netflix avait créé un standard de marché. Donc avec un compte, deux comptes, un compte famille, on a lancé ça. En revanche, ce qu'on a toujours refusé de faire et qu'on continue, c'est de proposer une offre d'abonnement sans publicité. On considère que pour nous, vis-à-vis de nos partenaires annonceurs, c'est très important qu'ils puissent parler à tout le monde, notamment aux abonnés, et qui serait contre-productif pour notre régie et dans nos rapports avec les partenaires pour faire ça. Donc là, on s'est un peu écarté. Dans les exemples étrangers dans lesquels on a pu s'inspirer et sur lesquels on a connu plutôt un échec, c'est qu'on a lancé une application qui s'appelle toujours la Matinale du Monde, qui tous les matins à 7h vous propose 21 articles 7 jours sur 7. On s'était inspiré notamment de l'offre tarifaire de New York Times Now, qui était une offre à prix réduit, en pensant qu'on pouvait, sur une logique de prix, attirer de nouvelles audiences et augmenter notre portefeuille abonné. Dans la réalité... En proposant seulement la matinale. Seulement la matinale, une offre disjointe, une offre tarifaire disjointe. On n'a pas réussi à conquérir une nouvelle audience. En revanche, on s'est aperçu que cette application faisait partie des outils les plus fidélisants pour nos abonnés. Donc maintenant, on n'a plus d'offres limitées à la matinale. En revanche, ça fait partie, avec la lecture en PDF du journal, des outils qui sont les plus prisés par nos abonnés au quotidien. Mais effectivement, on est obligé, c'est le principe ou l'intérêt du numérique, de faire du test and learn. Et donc, on avait lancé ça sur une logique tarifaire en disant il y a peut-être une offre à moindre prix. Et c'est là où je ne me retrouve pas tout à fait dans les chiffres qui étaient montrés tout à l'heure sur l'étude. Pour nous, il y a une question de gratuit ou de payant, mais une fois que nos abonnés sont prêts à plonger vers du payant, alors on peut les accompagner et on ne voit pas, pour l'instant, d'augmentation de prix qui sont de nature à les dissuader de prolonger un abonnement. Ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin que l'offre suive, donc en termes de qualité, mais aussi de volumétrie de l'offre. Et donc, on parlait tout à l'heure de diversité de l'offre. Nous, on était allés sur des territoires qui n'étaient pas les territoires du monde, mais ce qui nous a permis de répondre à des attentes du public ou de nos audiences, et on est allé plutôt vers ça. Mais donc, oui, il nous arrive parfois, en cherchant des exemples à l'étranger, de s'apercevoir qu'il n'y a pas d'équivalent en France et qu'il n'y a pas de public. Ouais. Ça me fait penser aussi, ce qui ne marche pas très bien en France aussi, c'est la notion de kiosque numérique pour la presse. En fait, en tout cas, malheureusement, ça a marché pour un certain public. C'est-à-dire qu'il y a tout un public qui a choisi de s'abonner au kiosque numérique. De mémoire, c'était 10 € pour un buffet à volonté. Et vous gardez la commission du kiosquier, et puis après, vous partagez entre chaque producteur de contenu, et chacun des producteurs de contenu s'est aperçu qu'ils avaient un ARPU très très réduit, et que, en revanche, le public prenait l'habitude de payer un prix forfaitaire pour une offre à volonté. Nous, depuis le début, moi, c'est la première décision stratégique que j'ai dû prendre en décembre 2010, c'est de ne pas rentrer sur le kiosque numérique. Et depuis, je n'ai pu que constater qu'on avait la croissance la plus forte, le portefeuille d'abonnés le plus fort et la plus élevée. Donc il y a peut-être un choix. Donc il y a eu, malheureusement, ces kiosques numériques ont logiquement trouvé un public, mais ça a été au détriment des éditeurs. D'accord.
Ce serait intéressant d'avoir votre avis, Antoine, chez Spotify, sur cette notion effectivement effectivement dans la Spotify de la presse. En tout cas, on a essayé d'inventer ce genre de modèle-là. Pourquoi ça marche pas pour ce genre de contenu? Pourquoi ça marche pour la musique? Et puis après, Claire, vous pourrez réagir. Non, je pense que la notion même de la fabrication et de la production de contenu est extrêmement différente dans tous nos cas de figure, que ce soit sport, c'est pas du tout des contenus qui sont comparables. Donc, produire de l'information de qualité comme le fait le groupe Le Monde, ça n'est pas du tout la même chose. Donc, si vous agrégez un kiosque de presse numérique avec de l'information qui coûte cher à produire comme Le Monde, avec d'autres types de magazines, etc., là, je pense qu'en effet, on mélange des choses qui n'ont pas forcément à voir. Donc, c'est pour ça que je pense que chaque industrie a un rapport au contenu qui peut être différent. Dans le cas de la musique, encore une fois, les contenus ne sont pas substituables. Donc, si vous avez Madonna mais que vous n'avez pas Rolling Stones, ça ne marchera pas. Donc depuis très longtemps, depuis toujours, dans la musique, la question de l'exhaustivité des contenus était évidente. Il y a un acteur américain qui a pensé qu'à gros coup d'exclusivité, ils allaient faire la différence, ça n'a jamais marché. Donc nous, on continue vraiment sur l'exhaustivité des contenus. Par contre, pour revenir à votre question, je réinsiste, on fera la différence sur autre chose. Sur l'innovation, sur les fonctionnalités, sur le fait que vous pouvez faire une playlist avec vos amis, sur le fait que vous pouvez avoir les paroles quand vous le voulez, sur le fait que voilà, donc c'est innover. Et donc pour revenir à votre question et ce que disait un peu Louis, innover, c'est prendre des risques, c'est accepter le fait qu'il y a des trucs qui vont marcher, des trucs qui vont pas marcher. Et on a beaucoup d'expériences similaires à celles du monde, c'est-à-dire on a lancé des trucs qui n'ont pas du tout marché, qu'on a replié au bout d'un an ou deux, c'est pas grave, on a appris. On a lancé des trucs en pensant que ça allait marcher, mais ça n'a pas marché là où on le pensait, mais ça a marché pour autre chose. Et puis, pour revenir à ce que disait Claire, aussi aujourd'hui, Spotify est présent comme beaucoup dans tous les pays du monde, dans plus de 180 pays, avec des versions localisées. Et les comportements vis-à-vis de l'abonnement ou de la publicité ou des contenus ou de la nature des contenus sont très différents en Asie qu'en Europe, qu'en Amérique latine. Donc pareil, la présence locale et la compréhension des habitudes des utilisateurs peuvent être très différentes, même d'un abonné anglais à un abonné français. Mais en tout cas, oui, l'innovation, ne pas avoir peur de prendre des risques, de tester de nouvelles choses et de proposer des nouvelles choses, parce qu'on construit, je pense que c'est ce qui nous rassemble aussi, on construit une relation de confiance avec nos utilisateurs. Nous, on a un taux de churn extrêmement faible, je pense un des plus faibles du marché, alors que... C'est quoi, c'est moins de 2% Ouais, bien en dessous de 2%. Alors que justement, on a les mêmes contenus que tous les autres. Donc c'est assez étonnant que mon téléphone sonne juste à ce moment-là, mais c'est pas grave. On a dit quelque chose. Donc voilà, c'est assez étonnant que, alors qu'on a les mêmes contenus que tous les autres, finalement, on a une fidélisation très forte. Parce que les fonctionnalités, la connaissance de nos utilisateurs et le fait de sans cesse innover et proposer des nouvelles choses. Claire, vous vouliez réagir? Oui, je voulais simplement aussi dire l'opposé d'ailleurs de l'exemple Spotify, c'est que The Guardian a fait un effort colossal d'expansion aux États-Unis qui n'a pas généré les revenus voulus, ni en abonnés, disons, volontaires, ni en publicité. Ils ont trop visé sur la publicité. Donc, ils perdent un argent fou. Donc, parfois, l'EFT a trouvé exactement la même chose quand elle avait des éditions, elles sont clôturées depuis 13 ans, des éditions spécifiques pour l'Asie, etc. Non, ils n'ont pas trouvé leurs abonnés, l'EFT n'a pas trouvé leurs abonnés en Asie du tout, d'avoir l'anglais au niveau d'être lu par tout le monde qui est dans la Banque d'Angleterre, c'est pas le même niveau qui sera lisible à quelqu'un de Singapour, sauf s'il est anglais fund manager. Et ça se trouve. Donc, il y a eu énormément d'expérimentations sur des versions locales qui n'ont pas du tout marché pour les journaux d'autorité. Par contre, tout le monde s'est trouvé des Economist, Le Monde et des FT, et en plus dans des versions de langue tout à fait différentes qu'elles n'existaient. Donc ça a marché. Horses for courses, comme vous l'avez bien dit, tous les modèles sont différents. Il y a un sujet qui avait été abordé à la toute fin de la présentation de l'étude Ipsos sur le piratage. Je crois que c'est Claire d'ailleurs c'est vous qui avez amené le sujet. Et ça, je trouve ça intéressant aussi d'en parler. C'est une menace qui plane sur les différents médias. On l'a vu, la plateforme
DAZN qui a lancé son offre dans le sport en a fait les frais, en tout cas les premiers mois. Comment on se prémunit de cette menace-là? Et je me tourne d'abord vers vous, Géraldine, chez Eurosport. Comment, face à une offre qui effectivement devient très riche, illicite certes, mais très riche, comment on arrive à convaincre les clients de dire si, en fait, il faut payer chaque mois et vous allez voir, ça va être une bonne chose. J'allais faire une blague, j'en achète pas le foot. Le foot, c'est ce qui est piraté à 65%, donc on est un petit peu préservé. Mais on a quand même le tennis. Le rugby également est très piraté dans les 2 premiers sports. Le tennis arrive en 3. Donc nous, on a tout l'ATP, effectivement. On est au même logé à la même scène que les autres. On est aussi piraté. Il y a beaucoup de veille. On travaille beaucoup sur ça. Donc on a effectivement une veille avec différents services, notamment le service juridique qui travaille sur ça, qui est impliqué dans toutes les discussions, dans les différentes instances qui luttent contre ça. Moi, il n'y a pas de formule miracle. Je crois qu'il faut tous les médias que nous sommes devons travailler ensemble pour essayer de trouver des solutions à ça et innover continuellement, proposer alors dans notre cas, de nouveaux sports, de nouveaux formats, repenser notre offre aussi et peut-être garant de moins de piratage. Mais il y a de toute façon une éducation à donner aux utilisateurs, aux spectateurs. Voilà, il faut expliquer ce que c'est le piratage, ce que ça implique. Et puis il y a une cohésion à avoir une stratégie commune, nous tous les médias sur ce sujet-là, c'est sûr, mais c'est un fléau pour tout le monde. C'est le plus grand fléau de piratage de l'Europe. Ça coûte des milliards. Et d'ailleurs, sur le sport en particulier. C'est rien que sur le foot, comme a dit Madame. C'est absolument focusé sur le foot et le PL très aussi et naturellement les sociétés de télécom sont la clé. Il faut mettre de la pression sans cesse sur les sociétés de télécom parce que c'est elles qui sont responsables de ne pas tirer le bouchon et c'est une question légale. Nous avons le même problème en Angleterre et le problème en Italie, il y a plus de pirates en Italie que de légitimes. Ça va être la même chose. Ouais, je vous assure. Mais je vais me permettre de rajouter un point sur le piratage, parce que c'est de là que vient l'industrie de la musique, et le streaming musical est né pour répondre à la question du piratage des contenus. Alors à l'époque, on ne pensait même pas qu'on piratait, on se disait non, maintenant c'est gratuit. Donc je pense que c'est absolument essentiel, et aujourd'hui, tout à l'heure dans l'étude, il était question de l'élasticité prix. Nous, on le voit aussi, je parlais de certains concurrents qui, à coût de grosses sommes, avaient des contenus exclusifs. Ça ne créait pas un changement d'abonnement, ça faisait remonter le piratage. Donc en fait, aujourd'hui, la question de l'élasticité prix avec le risque sous-jacent du piratage, elle est essentielle dans nos marchés. Et nous, c'est un sujet sur lequel, pareil, on interpelle les pouvoirs publics et une fois que des offres légales sont disponibles, une fois qu'on a un consentement à payer avec un prix de marché qui semble faire l'unanimité, en tout cas d'un certain nombre de consommateurs, on a besoin du soutien des pouvoirs publics européens et français pour nous aider, tous là, à dire que quand il y a des vraies entreprises de piratage qui sont organisées, parce qu'aujourd'hui, nous, on a fait remonter des cas avec l'ensemble de l'industrie musicale, parce que comme dans le cadre du sport ou de l'audiovisuel, quand vous piratez des contenus qui sont protégés par le droit d'auteur ou autre, c'est un manque à gagner pour ces créateurs. Donc, on a fait remonter ces sujets et on nous répond on n'a pas les ressources pour aller au niveau légal ou juridique take down ces entreprises. Ça, c'est un vrai sujet, je trouve, vis-à-vis des pouvoirs publics, de faire respecter la loi. Il y a aussi des bonnes pratiques, il y a certains pays qui marchent mieux, et on parlait notamment de veille le week-end. En France, c'est compliqué aussi d'avoir du monde qui va regarder le week-end. Le sport, c'est le week-end, donc forcément, il y a plus de piratage. En Angleterre, il y a une veille le samedi et le dimanche. Voilà. Donc je pense qu'il y a des bonnes pratiques et effectivement interpeller les pouvoirs publics. Il y a aujourd'hui des instances qui dirigent ça, mais je pense qu'il faut aller plus loin et travailler justement avec les services de télécom pour réglementer ça, c'est sûr. S'il y a des opérateurs dans la salle, n'hésitez pas. Louis, vous vouliez... Oui, je pense que la presse est à des millions d'années-lumière en retard là, sur ce sujet. J'imagine que certains d'entre vous dans la salle ont accès à des boucles WhatsApp qui proposent l'ensemble de la presse française à peu près au moment où elle sort. Moi, quelqu'un m'a donné un lien, donc je regarde, donc je troll ces boucles plutôt que les faire interdire. J'essaye de comprendre les logiques et d'où viennent
les PDF qui y sont. Donc j'ai l'ensemble de la presse française gratuitement. Je vois même des gens qui demandent, disent, mais vous n'avez pas le courrier Picard d'avant-hier, je voudrais... Et là, la personne qui vit à l'étranger le donne à un instant de raison. Donc on est très en retard, mais effectivement, il y a des logiques de fraude qui sont considérables. Et il faut à un moment que la filière qui... Malheureusement, on n'est pas tous aussi développés sur l'abonnement numérique. Certains ont choisi d'aller dans les kiosques numériques en renonçant à avoir des vraies recettes. Maintenant que petit à petit la presse sort des caféines et autres, peut-être qu'on peut avoir une logique en termes d'industrie, mais il y a une discipline générale et une veille à faire au niveau de la presse également, parce qu'il y a des books sur Telegram et sur WhatsApp qui détruisent de la valeur pour nous, donc pour nos rédactions. Très bien. C'est juste une dernière question avant qu'on passe aux questions pour la salle. On n'a pas prononcé le mot d'IA, je crois, en 40 minutes. Est-ce que, juste peut-être un mot sur les innovations sur lesquelles vous pouvez peut-être travailler. Je sais pas, je regarde Laurent Huguen chez Netflix. Est-ce qu'il y a des choses aussi d'un point de vue innovation technologique qu'on teste pour aussi aller chercher les clients qu'on n'a pas ou recommander les contenus qui... C'est ce que je disais, nous, un des axes stratégiques, c'est la technologie, puis la technologie n'avance pas sans innovation, en fait. Dans Netflix, on a une tradition d'A/B test. Alors, ça veut dire que dans cette compagnie, chacun a le droit d'avoir une intuition sur ce qui pourrait marcher, et puis on choisit les idées qui nous paraissent les plus pertinentes, et on les teste, et puis on voit si des choses marchent ou pas, en fait. Pour illustrer à quel point... je vous donne un exemple, par exemple, d'un test qui n'avait pas trop marché, en fait. Et c'est intéressant de voir comme quoi chacun des médias vient avec ses spécificités. Ces stratégies de goûtage qui consisteraient à dire on va laisser les gens regarder un film ou une série ou un épisode d'une série dans l'espoir que les gens s'abonnent après coup. Ça, on a essayé de différentes façons, mais pour nous, ça ne marche pas. Ce que font certaines plateformes. C'est ce que font certaines plateformes. Donc D'accord. Très bien. Je vois qu'il nous reste 2 minutes 40. Le timing est parfait. Est-ce que dans la salle, s'il y a 2 ou 3 questions, on sera ravis de les prendre et d'y répondre? Monsieur? Moi, je suis dans la salle aussi, je peux... Ouais. Est-ce que vous l'avez évoqué, mais très rapidement, je trouvais, est-ce que finalement, plus que le piratage aujourd'hui, sauf peut-être pour Spotify, une des plus grosses faiblesses de l'abonnement, c'est pas le churn? Est-ce que c'est pas ça qui coûte le plus cher? Je ne sais pas quel est le taux de churn chez Netflix, mais je crois qu'il est assez important. Et quand on commence à avoir 280 millions ou 270 millions d'abonnés dans le monde, même s'il est de 10%, ça fait beaucoup de monde par an. Donc est-ce que c'est une faiblesse ou est-ce que ce problème-là a été surmonté? C'est un problème de business de tous les gens qui développent des modèles par abonnement. Et plus le volume de clients qu'on a dans cette base d'abonnés est important, plus le churn peut devenir un problème, en fait. Et donc on revient à peu près tous les éléments de la discussion, en fait. La seule façon de batailler avec le churn, c'est d'apporter de la valeur à nos membres, en fait. Et donc je reviens à mon propos initial, en fait, comment on apporte suffisamment de valeur à nos membres en leur donnant des shows qui vont convenir à leurs attentes et qui leur apportent du plaisir. Et il faut le faire de façon suffisamment récurrente, chaque jour, chaque semaine, pour chaque personne qui se cache derrière ce membre. Je vous disais, chaque membre regarde 6 différents types de contenus. Si on arrive à créer suffisamment de shows qui créent suffisamment de plaisir pour les gens qui se cachent derrière ces comptes, on augmente la fidélisation et on réduit le churn. C'est le choix que vous avez fait récemment avec le sport aussi. On voit que depuis 1 an ou 2, il y a un accent mis sur le sport. C'était aussi pour répondre à une attente. Donc l'équation du sport, on a surtout commencé par des documentaires sportifs, donc qui étaient vraiment adjacents au sport. Je suis sûr qu'il y a des gens dans la salle ici qui ont redécouvert le plaisir de regarder de la Formule 1 grâce à Drive to Survive, en fait. Mais ça s'inscrit finalement dans la même stratégie depuis le début. Netflix est né dans le monde des séries, puis on rajoute les films, les documentaires, des documentaires sportifs. Le dernier mouvement qu'on fait dans cet élargissement de la nature des shows qu'on peut trouver dans Netflix, c'est des événements live. Oui. Alors, il y en a qui ont des caractères sportifs, d'autres un peu moins. Il y a quelques semaines, on avait fait ce match de boxe entre Jake Paul et Mike Tyson. Au moment de Noël, donc on s'est quand même concentré énormément sur l'Amérique pour l'instant. Oui, c'est très à Noël, Netflix avait racheté les droits de 2 matchs de football américain et arrangé un concert de Beyoncé. En fait, donc vous voyez, en fait, la stratégie, c'est d'essayer de créer des moments événementiels qui soient
incontournables, entre guillemets, qui soient très conversationnels et qui viennent enrichir la diversité des choix, une fois encore, des shows qu'on propose à nos membres, en fait. Et donc ça, on va continuer à le faire. Par contre, Amazon s'est retiré de cette stratégie parce qu'elle n'en a pas du tout besoin pour faire monter Amazon Prime, ça monte tout seul. La stratégie du direct, du live. Non, du live foot. Ils avaient accès. Oui, non, enfin, du Premier League. Du Premier League à Noël. Oui. Ils se retirent de ça parce que ce n'est pas nécessaire pour faire monter Amazon Prime. Comme quoi, toutes les stratégies diffèrent effectivement selon les médias et les plateformes. Merci beaucoup. Il n'y a pas de questions supplémentaires. Je remercie encore nos 5 intervenants. Merci, c'était très, très intéressant.